Nous allons aborder la cinquième table ronde sur les pénalités et retours d'expérience, donc avec Nicolas Laurel-Linares de FIDAL, Hervé Lecaillon de FIDAL Lyon, Marie Buisson de l'ANIA, Daniel Dio de l'ILEC, Jacques David de la FCD et Madame Deveille donc de la DGCCRF. Donc, le dispositif Egalim est venu encadrer les pénalités logistiques. Parmi les règles posées à cet effet figure notamment le principe de la marge d'erreur, l'obligation de démontrer concomitamment à la preuve du manquement contractuel le préjudice subi, la règle du plafonnement à la catégorie et peut-être demain à la ligne produit, la prescription, l'alignement des délais de paiement, des pénalités sur les délais. Pardon, j'ai oublié des mots, c'est pas grave, je n'ai pas été clair, j'assume très bien. On va commencer par, comme d'habitude, les experts de chez FIDAL qui vont nous faire un état des lieux. Bien, alors, après le sujet donc, des prix, le sujet des centrales et de la négo amont, donc un sujet ô combien passionnant, celui des pénalités logistiques. À mon avis, autour de la table, tout le monde ne sera pas d'accord, je pense. Je prends le pari. Ouais, on peut parier l'apéro, je pense qu'on va le gagner. Ouais. Voilà. Donc, les pénalités logistiques... elles ont été encadrées par le législateur dans le Code de commerce, sans aucun doute en réaction à un certain nombre d'abus qui avaient été constatés, notamment par la DGCCRF. Et donc, on a maintenant dans le Code de commerce 3 articles qui encadrent les pénalités logistiques, avec un plus particulier qui nous intéresse, c'est le 441-17, qui vient donc encadrer la possibilité pour le distributeur d'appliquer des pénalités logistiques à son fournisseur ou à son industriel. Un article L441-18 beaucoup moins connu, où c'est l'inverse, où c'est l'industriel qui peut appliquer des pénalités à son distributeur. On n'a, à ma connaissance, pas d'exemple et on comprend tous pourquoi. Et puis un article L441-19 qui prévoit l'obligation pour les industriels et les distributeurs de remonter annuellement des rapports sur les pénalités pour permettre sans doute à la DGCCRF de contrôler évidemment ces dispositifs. Et ils sont contrôlés puisque la DGCCRF fait des contrôles réguliers sur les pénalités logistiques. Donc cet article L441-17, il vient limiter la possibilité pour le distributeur d'appliquer des pénalités logistiques à 2 cas et 2 seuls cas précis, qui est le premier cas, l'existence d'une rupture de stock en entrepôt et en magasin consécutif au retard ou à l'absence de livraison de la commande passée par le distributeur au fournisseur. Deuxième hypothèse est l'existence d'un préjudice directement lié au retard de livraison, au défaut de livraison ou la livraison du mauvais produit par le fournisseur au distributeur. Et donc, on a 2 cas et pas 3, et 2 seuls cas. Et le distributeur, avant d'appliquer une pénalité logistique à son fournisseur, doit apporter la preuve préalable, concomitante à l'émission de l'avis de pénalité, soit de la rupture de stock en entrepôt et en magasin, soit de l'existence d'un préjudice directement lié au défaut de livraison par le fournisseur. Donc premier grand sujet, parce que évidemment c'est une complexité pour les distributeurs, je pense que Jacques le confirmera, d'apporter cette preuve, même si la preuve est libre. Il y a un vrai sujet aujourd'hui de démontrer l'existence de cette rupture ou de ce préjudice pour justifier l'application de la pénalité. Il y a également dans le texte une notion qui fait aujourd'hui beaucoup débat, c'est la notion de catégorisation de produits, puisque je vous rappelle que le texte prévoit un plafond de 2% du montant des pénalités attaché à la catégorie de produits auquel est reproché le grief formulé par le distributeur. Il y a cette notion également dans les textes de proportionnalité de la pénalité au préjudice qui a été démontré par le distributeur. Et donc, il y a cette notion également, tu le disais Yves, de marge d'erreur qui a été rappelée par la DGCCRF dans un document qui est très utile aujourd'hui, qui sont les FAQ sur les pénalités logistiques, qui sont sortis donc quelques temps après la sortie du texte, pour expliquer de manière pédagogique aux industriels et aux distributeurs comment il fallait d'un côté appliquer les pénalités logistiques et du côté fournisseur de pouvoir les contester le cas échéant. Voilà ce que je voulais dire rapidement.
Alors concrètement, quels sont les changements aujourd'hui constatés issus de ce dispositif? Y a-t-il eu des changements? Qui veut bien prendre la parole? Daniel est très bavard aujourd'hui. Je suis sur toutes les tables rondes, donc il faut bien me rentabiliser aussi. Pour moi, les pénalités, c'est vraiment un cas d'école. Et je trouve que c'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire, en fait, avec toutes les imperfections du texte. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est monté en puissance dans la fin des années 2010. On a eu une recommandation qui a été faite à la CEPC. Et là, c'est aussi l'exemple de ce que peut faire la CEPC de manière intelligente et productive, parce qu'en fait, ça a malheureusement, je vais dire, servi de base quand même aux législateurs derrière, parce qu'on aurait pu espérer que en fait, la simple recommandation arrive à faire changer les comportements. Et c'est quand même, c'est quand même la conjonction de plusieurs facteurs qui, quand ils sont mis ensemble, conjointement fonctionnent et ont un effet. D'abord, il y a un texte avec ses imperfections, on pourra y revenir, mais qui est quand même extrêmement clair sur la nécessité notamment de démontrer l'existence d'un préjudice. Et on peut dire ce qu'on veut sur les catégories, sur les 2%, etc. L'alpha et l'oméga du texte, c'est quand même bien la démonstration du préjudice. Donc on peut y ergoter sur le reste, mais moi je trouve qu'on perd une énergie assez dingue sur ce sujet-là, à aller sur ces sujets qui me paraissent assez annexes. Il y a un législateur donc, qui a fait le boulot. Il y a une administration qui a fait le boulot, et on revient au débat qu'on a eu précédemment, où là, il y a eu un vrai travail de prévention à travers la FAQ en donnant les lignes directrices sur comment il fallait interpréter le texte selon l'administration. Il y a des contrôles effectifs, et il y a eu des contrôles effectifs de l'administration. Et au résultat final, je vais parler au périmètre ILEC, ce que je connais le mieux, en 2023, parce qu'on a toujours un décalage d'1 an dans la mesure des pénalités, en fait, les pénalités envoyées par l'ensemble des distributeurs ont diminué de moitié, et celles qui ont été payées effectivement par les industriels ont également diminué de moitié. Donc ça marche. Donc c'est vraiment l'exemple de ce qui marche et peut-être de ce qu'il faut faire pour qu'il y ait véritablement un effet sur le secteur. On sait que le secteur a aussi été contrarié par quelques... Il y a eu l'Ukraine, il y a eu le Covid, de moitié par rapport à 2019, avant Covid, on va dire. Là aussi, il y a un impact Covid ou pas? Alors moi, l'impact Covid que je vois, il n'est pas forcément celui-là, parce qu'on dit souvent côté industriel que c'est une forme de siphonnette et que c'est une manne financière. Alors moi, à titre personnel, je n'ai jamais été sur cette position-là. Je n'ai jamais pensé que le distributeur concevait les pénalités comme une source de revenus supplémentaires et une source de négociation. Et pourquoi je fais le lien avec le Covid, c'est qu'on a mesuré au moment de la crise sanitaire qu'en fait, la véritable inquiétude et le véritable rôle des pénalités, l'inquiétude du distributeur, c'est de ne pas avoir les mêmes produits que son voisin et que son concurrent. Et en fait, la pénalité, c'est le bâton qui le garantit dans son esprit d'avoir les produits livrés. Donc c'est là où je trouve que le Covid a eu un effet extrêmement, de mon point de vue, éclairant sur le rôle des pénalités. Alors on va écouter l'année après la FCD, et après on verra effectivement du côté de la DGCCRF, là où vous en êtes. Pour l'ANIA, Marie. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Daniel. Moi, je trouve ça quand même assez grave que le distributeur mette en place tout un système de pénalités. Tout ça parce qu'il a peur de moins bien être livré que son concurrent. Encore une fois, un industriel a aucun intérêt à mal livrer quelques distributeurs que ce soit. Je ne connais pas beaucoup d'industriels qui s'amusent à ça. Et je pense que dans les périodes de tension, il y a eu beaucoup moins de pénalités parce que tout le monde a appelé aussi à être un peu responsable sur ce sujet-là. Et finalement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné sans les pénalités. Autre point, aujourd'hui, on a des industriels qui nous disent qui sont chez Carrefour et autres en Italie et en Espagne, il n'y a pas ce sujet des pénalités. Ou en tout cas, il est beaucoup moins présent qu'en France. Et on a quand même un sujet où c'est devenu... si c'est pas devenu une manne financière, voilà, on était quand même sur des montants astronomiques. Fort heureusement, ça a diminué de moitié parce que pour le coup, et là je te rejoins Daniel, le cadre légal et toutes les injonctions et tout ce qui a été fait par la DGCCRF a eu des effets, mais on est quand même à des niveaux. Enfin,
pénaliser son fournisseur, c'est quand même grave. Enfin, ça se fait pas autant dans les autres relations commerciales. On a un vrai sujet dans la grande distribution qui est pas anodin. Donc voilà, moi je partage pas autant, et même si diminué de moitié, on a encore des problématiques, et je pense qu'on va les aborder tout de suite, qui font que voilà, les entreprises passent beaucoup de temps. Une grande entreprise, elle a 2 ETP et demi en moyenne pour gérer les pénalités. Je pense qu'on a d'autres sujets à gérer collectivement plutôt que de faire du traitement et contester des pénalités. C'est pas un sujet qui tire les uns et les autres vers le haut, en tout cas, je trouve. Jacques Davy. Oui, merci. Alors, je serais moi plutôt du côté de Daniel sur ce sujet, en tout cas dans le constat. Effectivement, les distributeurs, c'est pas, je veux dire, l'ILEC sont d'accord aujourd'hui. Vous notez la date. Mais sur un sujet, notez l'heure, la date. Ouais, non, mais pardon, ça nous arrive régulièrement, je te rassure. Effectivement, un distributeur ne fonde pas son modèle économique sur une marge liée à à la perception de pénalité. C'est une évidence. Après, la logistique, en particulier dans une distribution française très performante, qui permet aux consommateurs d'avoir quand même des produits à disposition à moins de 10 minutes, un quart d'heure de chez lui, partout où on est sur le territoire français. Donc c'est quelque chose d'assez significatif et qu'il faut souligner quand même en termes d'accès aux produits à l'ensemble de la population. Effectivement, la logistique, c'est une mécanique de précision. Et pour qu'une mécanique de précision fonctionne bien, il faut une certaine rigueur. Et cette rigueur, elle est liée à un certain nombre de processus d'organisation, mais aussi à un moment à un système de pénalité pour ceux qui ne respectent pas leurs obligations contractuelles. Ce qui est d'ailleurs une évidence en termes de pur droit des obligations. Quand on ne respecte pas ses obligations contractuelles, on est sanctionné d'une manière ou d'une autre, et éventuellement soit de manière forfaitaire, soit en fonction de l'évaluation du préjudice subi. Alors, évidemment, je serais très dubitatif quant à la charge de la preuve lorsqu'il s'agit de démontrer qu'il y a une rupture de stock en magasin et en entrepôt. Enfin, c'est quelque chose de totalement hallucinant. En termes d'actualité, alors c'est vrai que nous, on a essayé de tester comment dirais-je, pas la légalité, mais le caractère constitutionnel de l'article 441-17 du Code de commerce, en allant soumettre au Conseil constitutionnel donc un de ses paragraphes, le premier d'ailleurs, sur la notion de marge d'erreur suffisante au regard des sanctions civiles appliquées. Il se trouve qu'on on nous a pas entendu sur le sujet. Je voudrais juste dire quand même que la décision du Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'il n'y avait pas de problème sur la notion de marge d'erreur suffisante, en tout cas sur le plan contractuel, sa décision ne porte effectivement que sur la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article 441-17, et j'espère bien qu'un jour on pourra démontrer que d'autres dispositions de cet article, qui quelque part est une espèce de super clause d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité du débiteur, sera un petit peu mise en lumière, et que on a peut-être effectivement été un petit peu trop loin dans le levier d'un côté par rapport à ce qui avait pu être précédemment, et qu'il conviendrait de revenir à une régulation, une législation plus sereine, et en tout cas plus crédible, des pénalités logistiques qui prennent en compte les intérêts des uns et des autres. Alors, Carla Deveil, qu'en est-il exactement pour la DGCCRF? Est-ce que vous avez infligé beaucoup de pénalités sur les pénalités? Alors oui, nous infligeons des pénalités sur les pénalités, pour répondre à votre question. Toutefois, il est vrai que nous n'avons pas forcément pu communiquer sur ces pénalités que nous avons infligées, puisque à une époque, il n'était pas possible de communiquer, il n'y avait pas de possibilité de publication ou de communication justement sur ces mesures. Donc aujourd'hui, le texte a été rectifié, donc il n'y a plus de difficultés. Pardon ? Alors, c'était lors de la loi des Crozailles, sauf erreur de ma part, et nous avons donc la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier ces sanctions. Et, le name and shame. C'est ça, name and shame, comme vous dites.
Et nous avons effectivement plusieurs procédures en cours aujourd'hui à l'encontre de 3 enseignes qui n'ont pas respecté notamment le plafonnement de 2%. Ce que je voulais dire, c'est que la DGCCRF est intervenue pour publier des lignes directrices en même temps que la publication de la loi. Cela nous a amené, je pense, à peut-être rectifier une partie des difficultés, puisque nous avons eu 82% des fournisseurs qui ont été suivis lors des négociations 2024 qui nous indiquaient ne pas avoir subi de déduction d'office de la part des distributeurs. Donc nous pensons, nous osons croire que cela a pu avoir un effet positif. Et donc nous continuons à faire en sorte que les pénalités, lorsqu'elles sont excessives et surtout lorsqu'elles sont considérées comme étant un forfait, il puisse y avoir des sanctions, puisque le principe de la loi, ce n'est justement pas que ce soit un forfait, c'est la règle du préjudice. Donc il faut d'abord établir un préjudice pour après, ce préjudice doit être sanctionné à hauteur de 2%. Donc voilà, c'est ça en fait la règle, et donc ce n'est pas un 2% de la catégorie de produits commandés, c'est pas ça, c'est le maximum. 2%, ça doit être un maximum, et il ne faut pas que ça devienne un plancher en fait. Donc ça, c'est ce que nous prônons, et je pense que ça a pu fonctionner. Oui, alors je rebondis sur la notion de catégorie. Déjà avec un préambule, c'est qu'en tant que vieux loup de mer des négociations commerciales, j'ai observé notamment dans les dernières années une discipline de la part des opérateurs sur le sujet des pénalités qui n'existait absolument pas avant, y compris de la part des distributeurs, notamment sur, on va dire, beaucoup moins de compensation qu'avant, mais également sur tout le formalisme qui est induit par la loi désormais sur la preuve d'un préjudice, même s'il y a encore beaucoup de questions à se poser. Sur la catégorie, justement, je rebondis dessus, cette fameuse catégorie de produits. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, 2% finalement. 2%, c'est énorme, en fait, pour un certain nombre de sociétés, des PME comme des multinationales. Et 2% de quoi? C'est surtout ça l'impact. C'est-à-dire que c'est évidemment pas la même chose quand c'est 2% de la totalité de la facture que c'est 2%, parce que quelqu'un qui fait des rillettes au milieu de centaines de produits, c'est pas la même chose si on lui dit que c'est 2% du chiffre d'affaires des rillettes ou c'est 2% du chiffre d'affaires total. Le gap peut être énorme et sur une facture et bien entendu à la fin de l'année. Et donc là-dessus, il y a toujours un flou artistique qui a quand même été relativement exploité du côté des distributeurs pour dire finalement la catégorie c'est le rayon, c'est des péages, c'est l'épicerie sucrée, c'est etc., etc. Et ça a conduit à une sorte d'usage. Alors là-dessus, est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'il y a une volonté d'éclaircir un petit peu le sujet? Parce que c'est un sujet majeur et qui, pour un certain nombre d'entreprises, a un impact financier énorme. Frédéric Descrozaille, dans son rapport de la loi, avait proposé justement de faire modifier la FAQ de la DGCCRF sur cette notion de catégorisation de produits, justement en disant que l'esprit de la loi, c'était bien d'appliquer une pénalité sur des produits qui n'ont pas été livrés. Pas sur, si vous avez une commande de 5000 yaourts, vous en livrez 4800, prendre une pénalité sur le prix des 5000, c'est pas très logique en fait. Après, voilà, donc il y a cette notion de catégorisation de produits. Et juste un dernier point aussi que je voulais, enfin un point que je voulais souligner, on n'a pas parlé de convention logistique. On a maintenant une obligation légale, mais tu avais prévu Tatif d'en parler. Voilà, il y a une obligation légale pour les distributeurs de prévoir tous ces dispositifs dans une convention qui est distincte de la convention unique qui formalise le résultat de la négociation commerciale. Donc, est-ce que c'est logique ? Et je pense que sincèrement, on fait fausse route et on s'est un peu tous engouffrés dans l'histoire du capage à 2%. Et comme vous le disiez à juste titre, pour le coup, c'est mal rédigé parce qu'aujourd'hui, on est pénalisé à 2% d'une assiette qui est beaucoup trop importante et on est pénalisé qu'il manque un produit ou la totalité des produits. Donc il y a un sujet là-dessus. Mais en fait, ce capage des 2%, il devrait arriver en bout de course si le distributeur a respecté la notion de taux de service de marge d'erreur suffisante, s'il a rapporté la preuve de l'inexécution et la preuve du préjudice, s'il a respecté la proportionnalité. Les pénalités, enfin le capage des 2%, il devrait
pas s'appliquer, mais en fait, je pense que c'est bien vu de la part des distributeurs. Ils sont allés dessus et aujourd'hui, c'est aussi de la faute des industriels de ne pas être assez insistants. Et on parlait de l'importance du droit des contrats classiques, mais on a un vrai sujet au niveau de la preuve du préjudice. Aujourd'hui, les distributeurs nous disent qu'ils ne savent pas rapporter la preuve du préjudice. Ben, si vous ne savez pas rapporter la preuve du préjudice, vous ne pénalisez pas. Et là, c'est du droit des contrats classiques et on a un vrai sujet. On a des enseignes qui essayent d'aller un peu plus loin, de faire des efforts, etc. Mais en tout cas, depuis la loi d'Escrozaille, on n'est pas sur un rapport de la preuve du préjudice et de respect de la proportionnalité qui soit celui de l'esprit de la loi, et ce qui fait que les montants des pénalités, même s'ils ont diminué, ils restent quand même assez importants. La preuve du préjudice. La preuve du préjudice, oui, c'est quelque chose de très important. Alors j'ai un petit souci, c'est que j'avais quelque chose à dire à Marie, mais ça m'est sorti de la tête. Donc ça va revenir. Donc la notion effectivement en question, voilà, le fait de qualifier un préjudice est toujours un petit peu compliqué. Je vous disais tout à l'heure que c'est une mécanique de précision. La désorganisation d'un entrepôt, c'est difficile à évaluer. C'est très très compliqué et quand on a 1, plus 2, plus 3 problèmes logistiques dans une même journée sur un certain nombre d'attentes de livraison qu'on doit répercuter après, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que l'entrepôt, l'enseigne, elle de son côté ne pourra pas livrer ses points de vente et ses propres clients internes ou clients externes que sont peut-être des franchisés. Et là, comment on indemnise le préjudice ? Autre question que effectivement le texte ne prévoit pas. Il faut bien effectivement se dire que lorsqu'il y a un problème logistique d'approvisionnement amont, il a des répercussions à l'aval et des répercussions qui font que le point de vente finalement n'aura pas à disposition tout ou partie des produits qu'il avait commandés. Mais de plus en plus de distributeurs mettent de l'IA pour lutter contre les ruptures en magasin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, ce sera l'IA qui permettra d'apporter la preuve ou de ne pas l'apporter ? Alors, depuis longtemps, il y a des systèmes de réassort automatique avec plus ou moins d'IA et de plus en plus d'IA qui, normalement, font qu'il y a de moins en moins de ruptures, puisque c'est un des problèmes majeurs du commerce en magasin, c'est la rupture. Donc oui, il y a un certain nombre de solutions techniques, mais à partir du moment où il y a un problème d'approvisionnement à l'amont, voulu, pas voulu, d'une certaine ampleur ou pas, l'enseigne va bien être obligée de répartir le manque et répartir l'absence de production. Du moins de livraison. Pardon. Deux petites précisions. Il faut rappeler aussi que le texte prévoit qu'en cas de force majeure, on n'applique pas de pénalité. C'est important. Et Marie dit beaucoup de choses intéressantes, mais j'ai relevé quelque chose d'important. Et Léonard n'est pas à la tribune, mais je pense qu'il sera d'accord avec moi. Pour beaucoup de petites entreprises, contester des pénalités, c'est juste énorme. Ça prend un temps et ça demande des moyens humains. Alors, quand on est un industriel de taille conséquente, comme tu le disais, on met des gens qui vont faire que ça, ok ? Et ça coûte, et tu as raison, Daniel. Après, quand on est une PME, bien souvent, on n'a pas les moyens humains, ne serait-ce que d'aller contester la pénalité que va imposer le distributeur. Alors, il y a des chartes qui ont été signées entre la FCD et différents organismes professionnels qui fait que ça aussi, ça limite un petit peu l'application de pénalités. Mais voilà, c'est important d'avoir en tête que contester des pénalités... Alors, bien souvent, chez nos clients, quand on conteste les pénalités, ça marche. Hein. Ça aussi, il faut le dire. C'est-à-dire que le dispositif et la loi, elle est suffisamment claire. La FAQ aide aussi. Quand on conteste, c'est pour ça que, comme le disait Daniel, il y a moins de pénalités payées aussi que celles qui sont facturées, parce que les contestations marchent. Mais contester, ça prend énormément de temps, ça demande de l'argent et des moyens. C'est quoi un cas de force majeure ? Je comprends très bien pour le Covid, pour l'inflation, on va dire, due à l'Ukraine. Est-ce que si on a une usine près de Lyon et que tout a été inondé, on peut considérer que c'est un cas de force majeure ? La force majeure, dans la loi, c'est un caractère imprévisible, irrésistible et qui échappe au contrôle des parties. Donc là, la jurisprudence, elle est assez figée là-dessus. Donc évidemment, quand il y a eu les inondations dans le sud de Lyon, à Givors, qui ont mis à plat un certain nombre d'usines, là, c'est irrésistible, imprévisible et ça échappe au contrôle des parties. Donc on rentre dans le cadre. On rentre dans le cadre de la force majeure. Alors, existe-t-il des points d'amélioration possibles ? Que faut-il faire maintenant ?
Ne rien faire parce que ça fonctionne? Changer, ajuster le tir? Que faut-il faire? Alors, juste pour revenir sur ce que nous disions juste avant, moi, je n'ai pas d'avis en fait sur le fait, en tout cas en tant que DGCCRF, sur le fait qu'il faille modifier la loi. Simplement, ce que je peux dire, c'est que nous appliquons la loi et nos lignes directrices, elles ont été rédigées de telle sorte qu'elles se rapprochent le plus possible de la loi. Donc j'entends qu'il y a des demandes à ce que nous puissions réécrire nos lignes directrices, mais nous ne pourrons pas les réécrire tant que la loi n'est pas changée, puisque il n'y a pas lieu d'interpréter une loi qui est claire. Lorsqu'on en lit les termes de la loi, c'est exactement comme ça que nous avons rédigé nos lignes directrices. Si d'autres interprètent cette loi de manière différente, eh bien, c'est leur responsabilité. Mais nous, en tant que DGCCRF, nous ne pouvons pas faire autrement que il n'y a rien à interpréter dans la mesure où la loi, même si elle vous semble peu claire, elle nous semble relativement claire, ou en tout cas, ces termes sont clairs. Et donc, c'est ainsi que nous l'appliquons. Donc, nous ne pouvons pas revenir sur l'interprétation que nous avons donnée des lignes directrices. Et nous engageons aussi les fournisseurs qui se voient appliquer des pénalités à contester ces pénalités en s'appuyant sur les lignes directrices pour faire en sorte que ces pénalités soient revues à la baisse. Et je crois que cela fonctionne puisque c'est ce qui a été fait et c'est ce qui se fait de plus en plus. Donc je pense que cette action de la DGCCRF est plutôt positive. Non, juste un mot. Je pense que d'une manière générale, pour éviter qu'il y ait moins de pénalités logistiques, il faut diminuer les raisons pour lesquelles il y a des pénalités logistiques. C'est-à-dire qu'il faut améliorer la qualité du flux logistique entre le fournisseur, le transporteur et l'entrepôt. Je parle bien des flux amont, je ne parle pas des livraisons aval. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut effectivement rendre les engagements du fournisseur à livrer le bon produit au bon moment, au bon endroit et dans les bonnes quantités et à la bonne qualité, quelque chose qui reste un principe légitime et effectif. Et les pénalités logistiques, on peut effectivement se poser la question de ce qu'elles représentent. D'abord parce qu'on le citait tout à l'heure, maintenant il y a une convention distincte qui vient les organiser, distincte de la négociation commerciale. C'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué parce que les conditions logistiques sont quand même consubstantielles à l'approvisionnement, au référencement des produits, voire aux conditions d'achat et aux conditions de négociation. Donc distinguer sur la forme, je ne vois pas encore l'intérêt de le faire, quand bien même ça ne doit pas poser énormément de problèmes, sauf à dire qu'on coupe un petit peu les conditions logistiques de la négociation et on va se dire que l'entrepôt va parler à l'entrepôt, le comptable va parler au comptable, l'acheteur va parler au l'acheteur, mais on est en train de segmenter quelque chose qui n'était pas forcément très utile de séparer comme ça. Et puis ça fait encore du papier en plus. Hein. Daniel. Oui, d'abord pour répondre à Marie, je vais préciser un peu le propos. Je n'ai pas dit que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes en matière de pénalité. On constate qu'il y a une diminution de moitié, ce qui est énorme. Donc il se passe quelque chose. C'est quand même relativement récent. Il ne faut pas baisser la garde. Parce que, encore une fois, et là ça rejoint les propos de Jacques, il a parlé tout à l'heure de clause de supra-responsabilité, c'est vrai, mais c'est aussi l'illustration d'une dérive pendant des années de la part des distributeurs sur une application un peu aveugle des pénalités et puis un emballement des montants, en fait. Quand on regarde la courbe des montants des pénalités payées au périmètre des industriels sur 4-5 ans avant la production de ces textes, enfin, c'est exponentiel. Donc il y avait un problème, il y a toujours un problème, parce qu'encore une fois, vous savez, c'est un peu le jeu à la fête foraine de la taupe qui ressort du trou. Il faut toujours remettre régulièrement un coup de marteau sur la tête de la taupe, sinon elle ne reste pas au fond du trou. Donc il faut toujours rester extrêmement vigilant. Merci pour la comparaison avec des taupes. Hein, je n'ai pas cité de nom. Ça c'est le premier point. Et puis on voit aussi, ça rejoint la table ronde, une des tables rondes précédentes, c'est que dans le cadre de la constitution des alliances internationales, vous avez une enseigne en particulier française qui a fait du développement des pénalités dans les pays étrangers où ça n'existe pas un de ces axes de développement, ce qui est quand même un peu inquiétant et un peu problématique. Pour revenir sur la distinction convention logistique, convention commerciale, moi à titre personnel, je n'y suis pas favorable et je trouve que c'est le prototype de la fausse bonne idée. Alors on nous a dit, honnêtement, c'est une idée qui vient des industriels, hein, et autant vous dire, je ne la partage pas celle-ci.
Cette idée de dissocier consistait à dire on se fait imposer un certain nombre de taux de pénalité, etc., etc. Les taux de pénalité n'existent plus puisqu'il y a désormais l'obligation de démontrer l'existence d'un préjudice. Donc le sujet ne devrait pas se poser. Et puis la logistique, c'est un peu le nerf de la guerre. Et je trouve que dans les propos de Jacques, ce qui manque un peu, c'est que souvent, en fait, la désorganisation d'un entrepôt, c'est aussi le fait du distributeur. Et le premier souvent à subir un préjudice, c'est l'industriel lui-même. Parce que quand ces produits ne sont pas en rayon, ces produits ne se vendent pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Donc il va falloir aussi se poser la question de la responsabilité partagée dans la gestion du flux logistique. Et là, à ce titre-là, il y a un article qui prévoit des pénalités réciproques. Il va falloir qu'on commence à monter aussi en puissance sur ce sujet. Mais à l'inverse, à une époque, j'ai connu un distributeur qui a arrêté les pénalités logistiques et là, son taux de service a baissé. Honnêtement, je ne sais pas où est la vérité. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé à cette table ronde. Et effectivement, je trouve assez effarant le fait de 2 équivalents temps plein dans une entreprise pour vérifier. Je ne suis pas pour le licenciement, mais loin de là, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a quand même des interrogations à se poser. Chez les distributeurs aussi. Oui, j'imagine, c'est la même chose. Merci en tout cas d'avoir participé à cette 5e table ronde.